Salut, c'est Taylor Lapillus pour Culture MMA. Bonjour à tous, bienvenue sur Culture MMA pour une nouvelle interview d'exception. Cette fois-ci avec un fraîchement arrivé à l'UFC, Taylor Lapillus. Comment tu vas? Bah écoute, je vais plutôt bien. Aujourd'hui, on est dans ma salle, au MMA Factory à Rungis. Donc voilà, la préparation suit son cours, on s'entraîne bien et tout se passe bien pour le moment. Donc ça va, c'est cool. En plus là, si je me trompe pas, on est vraiment pile jour pour jour à C'est un ça, mois de exactement. l'UFC Paris. Est-ce que ça commence à monter un petit peu au niveau excitation, j'ai envie de dire? Pour le moment, je suis juste dans ma prépa. Sincèrement, pour le moment, je suis juste dans ma prépa. L'émulation, l'excitation, elle vient un petit peu avec l'engouement des réseaux sociaux. Pour le moment, c'est assez calme. L'événement est encore à un mois, pile. Donc ça va, on n'est pas encore dans l'excitation médiatique, etc. Ouais, ça arrivera plus dans la Fight Week, ce genre de choses. Dans la Fight Week, exactement. Ok, ça marche. Alors Taylor, interview un petit peu spéciale, originale si je peux me permettre aujourd'hui. Je vais te montrer des images, donc il y en aura D'accord. 6 exactement, qui Ok. sont en rapport avec ta carrière de près ou de loin, Ok. en rapport avec ta vie aussi. Et tu auras juste à me dire tout simplement ce que ça t'inspire et ce que tu peux m'en dire de plus qu'on sait déjà, quoi. D'accord, ok. Alors, première image. Ah, alors c'est le panneau de Sevran. Bah écoute, Sevran, c'est la ville où j'ai passé mes premières années. Je suis né à Villepinte. J'ai vécu à Sevran. Il me semble qu'on a déménagé je devais être en 6e, je crois. J'étais au collège. Donc c'est une ville de cœur forcément, puisque c'est là où j'ai un petit peu démarré. Et puis bon, j'ai encore de très bons contacts avec des amis que j'avais là-bas. Donc voilà, c'est les origines, on va dire, Sevran. Ok, toi t'es pas exactement né à Sevran, t'es né à Villepinte, donc C'est ça. c'est à côté, le 8 avril 92. C'est ça, Et tu as ensuite grandi à Sevran, c'est bien ça? Avec ton Exactement. grand frère Damien, du coup. exactement. Comment ça se passe la vie, tout simplement? Comment est-ce qu'on grandit? Comment s'est passée ton enfance à Sevran, en Bah Ile-de-France? bien, c'était une bonne enfance hein, à Sevran. C'était une ville assez tranquille. Moi j'ai envie de dire que bah, au moment où j'y suis, je suis pas conscient d'est-ce que c'est un quartier, pas un quartier. Enfin, on est juste une ville du 93, quoi, tu vois. Donc non, très sincèrement, bonne enfance. J'ai eu une enfance un petit peu comme tout le monde. On allait jouer au ballon, on jouait avec mes amis, tranquille. Très sincèrement, vraiment tranquille. Alors c'est marrant que tu me dises ça. Sevran, c'est connu à la base. C'est posé maintenant sur la carte pour plusieurs raisons. Bon, les raisons un petit peu violence, etc., ça on les passe, mais c'est surtout connu pour le vivier de talent qui en sort. Exactement. Un gros vivier de talent, que ce soit dans tous les domaines d'ailleurs, le rap, le sport, le foot. C'est ça, c'est la musique, le foot, le sport. Tchèque Congo vient de Sevran. Arnold Kiro, qui est un combattant également de MMA, vient de Sevran. Bon, bah, Damien vient de Sevran. Ensuite, il y avait Kevin Pecci, qui combat plus actuellement, mais pareil, qui venait de Sevran. Tchèque Koné, ça c'est pour la partie combattant. Ensuite, dans le foot, on avait Serge Aurier, forcément, qui vient de Sevran. Dans le rap, alors là, je les compte plus. Ouais. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'effectivement, on se rend compte que c'est une ville, petite ville du 93 qui n'a pas forcément toujours eu bonne réputation. Ouais. Malgré tout, il y a vraiment un vivier de talent, comme tu le disais, dans tous dans tous les domaines un petit peu qu'on puisse trouver socioculturels de la ville, quoi. C'est-à-dire que ce soit artistiquement avec la musique ou alors plus sportif. Comme quoi, il faudrait vraiment investir sur ce genre de ville à fort potentiel, fort vivier de talent, plutôt que de laisser les gens justement prendre des chemins qui ne sont peut-être pas leur C'est destinée. ça, donc on faudrait peut-être en profiter pour passer un message au maire, je sais pas. Ouais, c'est pas Mais, mal, c'est pas mal. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose à faire. Il y a beaucoup de talents et je pense qu'il y aura de talents qui émergeront dans différents domaines dans les années à venir. Bah là, pour le coup, c'est le cas de le dire, parce que si on a justement un des talents de Sevran qui va combattre dans la plus prestigieuse des organisations dans le monde, c'est que c'est pas à négliger, quoi, ce qui se passe à Totalement. Sevran. Ok, je vais te montrer une deuxième image. Ok. Le jiu-jitsu brésilien. C'est par là que tu as commencé, il me Et semble. bah c'est ça, j'ai commencé par le jiu-jitsu brésilien. C'est-à-dire qu'au départ, alors j'aimais déjà un petit peu les confrontations type lutte, etc. Quand j'étais à l'école. Et un jour Damien vient et me dit j'ai découvert un sport, c'est génial, on est au sol, on est machin. Donc moi l'idée au départ c'était plus de faire un truc avec mon frère, on avait 4 ans d'écart à l'époque, donc c'est cool de faire un truc avec son grand frère. Finalement on pousse la porte
d'une salle de Jiu-Jitsu grappling, donc la Imana Contact, qui existe encore, hein, qui forme encore des grands champions. Mohamed Bayo, par exemple, vient de l'Imana Contact. Donc voilà, et on pousse la porte de la salle, de là on tombe amoureux du sport, on commence à s'entraîner, on se rend compte qu'on a des petites facilités pour ce sport-là, et puis on continue. Et donc toi, à la base des bases, c'est ton premier sport ou tu m'as dit que tu faisais déjà du sport, tu étais déjà athlétique avant de te mettre au JJB? Je n'étais pas vraiment athlétique, c'est-à-dire qu'en fait j'aimais bien les sports d'opposition. Okay. C'est-à-dire que j'aimais déjà les sports d'opposition, j'avais fait un petit peu de boxe thaï, j'avais fait un petit peu de boxe, mais rien de vraiment sérieux, quoi, tu vois. Donc, mais j'aimais les sports à confrontation. Et donc si tu veux, quand Damien vient, il me dit écoute, j'ai découvert un truc, c'est génial, tu vas kiffer. Et je me dis pourquoi pas, et effectivement. T'as kiffé? Ouais. Ok. Et c'est marrant que tu me dises ça, que tu viennes du JJB, du grappling en quelque sorte, parce qu'en réalité aujourd'hui, tes principales qualités, c'est quand même ton striking principalement, enfin c'est ce qu'on voit surtout, t'as du feu dans les poings, ce qui est un petit peu opposé justement au JJB, au grappling. Comment ça s'est fait justement cette plus ou moins transition, même si toi tu es assez complet en réalité? Comment ça se fait que justement on a l'impression que tu prends énormément de plaisir à striker et on a l'impression que c'est inné, que c'est naturel en fait? Déjà j'ai toujours aimé la boxe, quoi, je veux dire, donc il y a ça. Ensuite il y a aussi le fait que faut un petit peu se coller à la demande de l'organisation et de ce que vous allez faire. C'est-à-dire qu'en fait on se rend compte que le MMA, la plupart des combattants qui ont de la hype ou qui ont de la visibilité, etc., ce que aiment les gens, c'est des KO, c'est des finishes et des KO. Parce que tout le monde comprend un coup de poing qui stoppe quelqu'un. Alors qu'au sol, on ne comprend pas toujours forcément, c'est pas toujours visuel et le grand public ne capte pas toujours ce qui se passe. Donc Khabib Nurmagomedov a popularisé un petit peu la lutte et le sol, mais globalement, jusque-là, il y a beaucoup de fans qui n'aimaient pas forcément. Par contre, un KO, ça parle à n'importe qui, c'est impressionnant et du coup, ça vous propulse dans de belles organisations et deux, ça vous fait progresser d'un point de vue marketing, vous devenez plus bankable pour les organisations. Ok, donc c'est pour ça notamment que tu as cherché à vraiment peaufiner tes armes en striking. C'est pour le côté aussi retour sur investissement. Sportivement, forcément, il faut être complet. C'est un sport où le MMA est un sport où il faut être complet, donc il faut toucher à tout. On peut avoir une dominante, mais malgré tout, il faut pouvoir se débrouiller dans tous les domaines. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, d'un point de vue commercial, j'ai envie de dire, avec de grandes guillemets, on a besoin de finir les combats. Et le plus simple, c'est si vous pouvez finir avec des gros KO. C'est le plus impressionnant aussi. C'est le plus impressionnant. C'est logique. On se souvient de vous après. Ok, je vais te montrer une troisième image, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Ouais. Mon frère, Damien Lapillus, combattant de MMA, c'est à partir de lui un petit peu que la petite histoire elle commence, donc forcément une grosse reconnaissance déjà pour ça. Et on a l'impression justement que Damien, ton grand frère, en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas de grand petit frère, on a vraiment l'impression que vous êtes limite comme Sangohan et c'est qui Goten et Sangoten, tu vois, ouais. Qui fusionnent, ils sont ensemble, on a l'impression que vous êtes tout le temps ensemble, que l'un ne peut pas aller sans l'autre en fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Damien, en vrai, c'est mon pote, c'est mon frère. On a traîné ensemble longtemps, genre, tu vois. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, un petit peu moins, parce qu'on est dans des âges où tu traînes plus avec tes copains comme quand tu as 15 ans, forcément. Mais on a traîné ensemble vraiment très longtemps. On est allé en vacances ensemble. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'était mon frère, mais en même temps, c'était mon pote, quoi. Donc du coup, forcément, il y a cette proximité-là. En plus, on faisait du sport ensemble. Enfin, on fait du sport ensemble. On s'entraîne ensemble. Donc forcément, il y a une grosse proximité qui se crée. Je suis dans son coin, il est dans mon coin. Donc, ça va même jusqu'au sponsor. Ça va jusqu'au sponsor et jusqu'au nom. Ce qu'il faut savoir, c'est que la naissance du nom Double Impact, c'était un petit peu un clin d'œil par rapport à Damien et au fait qu'on était ensemble, qu'on soit ensemble depuis le day one, j'ai envie de dire. Donc du coup, voilà, il fait partie intégrante de ma carrière. Donc oui, bon, il n'y a plus besoin de douter sur l'impact qu'il a eu dans ta carrière, du coup. Il sera dans ton coin à Paris? Bien sûr. Bien évidemment. C'est la base. J'imagine que c'était le premier coché dans ta tête. Ouais, c'est ça. Lui, c'est le mec qui bouge pas du coin. C'est-à-dire que. C'est le titulaire indiscutable. Voilà, c'est ça. Après, c'est déjà arrivé qu'il soit pas forcément là, quoi, tu vois. Mais c'est le titulaire indiscutable, en effet. Alors, je vais te montrer une quatrième image. Hop, je pense que ça va bien t'inspirer. Ça. C'est ton premier passage à l'UFC. C'est ça, que c'est la pesée de mon premier combat UFC. J'ai un peu de nostalgie quand je vois ça parce que en fait, je me dis que c'était bien, c'était top.
malgré tout, je pense que j'étais pas encore conscient de ce qu'était vraiment l'UFC, ce qu'était vraiment le MMA game entre guillemets, tu vois. Et de ce que ça impliquait, de ce qu'il allait falloir faire, etc. Donc il y avait une certaine insouciance qui a eu des bons côtés, hein, clairement, qui a eu des bons côtés, parce qu'à l'époque, on était dans une dynamique où on se rend compte qu'il fallait faire une grosse carrière et ensuite la fin de la carrière, une fois qu'elle avait été bonne, c'était l'UFC. Et on se rend compte que non, en fait, on peut signer à l'UFC à 24, 25, 26 ans. Bon, on a des très bons exemples. Par exemple, Cyril. Cyril, qui a signé à 3 ou 4-0, il me semble. Mais ça arrive après. Ce que je veux dire, c'est qu'au moment où moi je vais signer et Mickaël Legou juste derrière va signer, c'était Cheikh Kongo qui était à l'UFC, c'était Cyril Diabaté qui était à l'UFC. Donc c'était des gars qui avaient eu une grosse carrière en dehors de l'UFC et qui arrivaient un petit peu. Et l'UFC venait un peu parachever leur carrière, quoi. Mais jusque-là, on ne se disait pas, ok, je peux signer à l'UFC avec 7 combats, 8 combats, 10 combats. C'était clairement pas possible. Donc on a été un petit peu la nouvelle ère UFC. C'est-à-dire que le truc où on se dit, ok, on peut signer à l'UFC. Alors que n'importe qui peut signer. C'est-à-dire que là, c'est la première chose. Et de deux, finalement, il n'y a pas besoin d'attendre 107 ans pour signer à l'UFC. On peut signer à l'UFC très jeune et faire toute une carrière à l'UFC. D'ailleurs, on voit justement que l'UFC mise en quelque sorte beaucoup ces dernières années sur des jeunes, des petits cracks. On voit notamment l'anglais Mohamed Mokaev. Ouais. Je pense que tu vois très bien de qui je parle, qui a 20 ans ou 21 ans. Ouais, il a 21 ans, il me semble. Qui va déjà combattre un classé en octobre, il me semble, ou enfin quelqu'un très proche du top 15. Donc il cherche vraiment à le propulser, pourquoi pas avoir un title shot avant ses 23, 24 ans. Et lui-même a pour objectif de devenir le premier champion, enfin le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC. En fait, aujourd'hui, l'UFC, rapidement, hein, elle fait ce que les autres sports font, ce que les grosses ligues font. Quand vous êtes drafté dans d'autres sports, on prend des gars jeunes, et on fait une espèce de spéculation sur ce qu'ils vont devenir, en fonction bien entendu de leur performance universitaire qu'il y a pu y avoir avant, etc. Mais globalement, on se base en se disant, ok, il est jeune, il est grand, il est fort, il a de la longévité devant lui, d'accord, dans 5 ans, 6 ans, voilà ce qu'il peut me rapporter. D'où le fait qu'on ait des sélections qui soient faites sur les joueurs. Aujourd'hui, l'UFC fait juste la même chose. Avant, on ne pouvait pas le faire parce que le sport n'était pas autant évolué que maintenant. Donc, on se rend compte que le niveau de MMA n'était pas le même. On avait des athlètes qui arrivaient à plus ou moins leur prime à 30, 31, 32 ans. C'est encore le cas aujourd'hui à l'UFC, hein, 30, 31, 32 ans. Mais aujourd'hui, l'UFC mise également beaucoup sur la jeunesse et sur ce que les combattants vont devenir. C'est pour ça qu'on peut avoir des combattants qui ont 19 ans, 20 ans et qui sont à l'UFC. Et c'est marrant que tu me dises ça parce que j'ai l'impression que cette mentalité elle a changé que récemment parce que toi pour le coup, tu es arrivé à l'UFC à 22 ans. C'est ça. Donc 22 ans c'est très très jeune. Et puis surtout derrière, ce qui est un peu plus choquant, c'est que tu fais 3 victoires, une défaite qui est en plus une défaite par décision et qui peut se juger différemment. Mais tu fais donc 3 victoires, une face à un japonais par TKO au round 2 en plus, c'était ton deuxième combat à l'UFC. Et puis derrière l'UFC te cut. Tout le monde un peu surpris, un peu bizarre. Pourquoi est-ce qu'on vient cutter un jeune, crack en plus 22 ans, qui fait 3 victoires, une par TKO, une défaite mitigée. Comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là? Qu'est-ce que tu te dis? Forcément tu doutes parce que en fait l'ego, ton ego en prend un coup. Forcément ensuite tu te dis j'ai fait le boulot. Ce qu'il faut savoir c'est que juste avant ça on avait des discussions pour pouvoir recombattre. Il me semble que j'ai combattu en septembre 2016 et on parlait d'un combat pour octobre ou début novembre, quelque chose comme ça. Ah donc il y avait des discussions pour prolonger le contrat? Oui, il y avait des discussions clairement pour prolonger le contrat. Okay. Après ce qui s'est passé, moi j'ai pas la réponse. Je pense qu'il y a eu le croisement avec le rachat de WME IMG. Il y a beaucoup de combattants qui n'ont pas été re-signés. J'ai pas été le seul. Il y a eu beaucoup de combattants qui n'ont pas été re-signés. Et il me semble que la politique de l'époque était tous les combattants qui ne sont pas sous contrat et qui ne sont pas forcément des gros noms ou des grosses stars de l'UFC, on ne va pas les re-signer. Ce qui fait qu'il y avait eu beaucoup de combattants un petit peu dans ma situation, avec des résultats plus ou moins différents. Est-ce que tu penses que le fait que le MMA n'était pas encore légalisé en France à cette époque et n'était même pas du tout réputé vraiment en France, est-ce que tu penses que ça a pu jouer sur leur décision? Bien sûr, je pense que ça a pu jouer. Je pense que, encore une fois, je pense que c'est une succession de petites choses qui ont fait qu'on en est arrivé là. Donc
oui, je pense que ça, c'est quelque chose qui a pu jouer. Je pense qu'aussi l'arrivée du sport business où l'UFC se concentrait sur qui allait faire émerger un petit peu le sport et le rendre mainstream. On est en 2016, je crois, il me semble, ou 2017. À cette époque-là, on est en pleine ascension de Conor McGregor qui révolutionne un petit peu tout le MMA de la manière dont on le connaissait. Juste avant, il y avait Ronda Rousey, pareil, qui propulsait le sport et qui le rendait mainstream. Donc je pense qu'à ce moment-là, il y a peut-être eu une politique de se concentrer sur qui va ramener de la visibilité, qui va ramener de l'argent dans la boîte. Et bon, bah voilà, si on a d'autres combattants qui sont moins brillants et c'est moins brillant, bah, on ne va pas forcément les garder, on ne va pas forcément les re-signer. Ouais, ça regardait plus le côté personnalité, le côté commercial plutôt que les ça, performances réellement, quoi. Je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, hein, faut pas se leurrer. Ouais. Mais oui, je pense qu'à ce moment-là, ça a pu être quelque chose qui a été déterminant. Ok, ça marche. Alors ensuite, t'as rebondi clairement. Après cet échec entre guillemets, parce que la prolongation ne s'est pas faite, tu as rebondi, tu as très bien rebondi même au GMC, donc le German MMA Championship, où tu as eu 2 victoires, tu as décroché 2 victoires. Ensuite, tu es allé au TKO. Et là-bas au TKO, c'est marrant parce que tu as en plus affronté un combattant de l'UFC aujourd'hui. Donc Nate Maness qui s'est fait battre, il me semble, par Umar Nurmagomedov récemment. Ouais. Et tu l'as battu, tu l'as même fini. Ouais. Et tu as pris la ceinture du TKO. Donc moi personnellement, je suis le boss de l'UFC. Je vois le jeune de 22 ans qui a fait 3-1 chez moi, que je cut, qui ensuite rebondit comme ça, décroche une ceinture, ne perd plus. Je grince un peu des dents. Toi, dans ta tête, ça se passait comment à ce moment-là? Est-ce que tu pensais à l'UFC ou t'avais passé la page? Plus ou moins pensé à l'UFC. Et le combattant qui vous dit qu'il ne pense pas à l'UFC, c'est un menteur. C'est-à-dire que c'est pas vrai. On pense tous à l'UFC. C'est-à-dire que, encore une fois, je vais prendre un parallèle avec le basketball par exemple. Mais quel joueur de basketball ne pense pas à la NBA? Je veux dire, forcément, on pense tous au top. Et le top aujourd'hui du MMA, c'est l'UFC. Il y a très belle organisation autour de l'UFC. Attention, malgré tout, l'organisation reine aujourd'hui, c'est l'UFC. Donc tout le monde y pense, quoi qu'il arrive. J'ai toujours eu l'UFC dans un coin de ma tête. Maintenant, je me suis dit que l'UFC, n'était pas une fin en soi et que 2, j'allais faire le travail nécessaire pour pouvoir y retourner. Donc prendre les combats et puis gagner les combats. Donc toi, tu l'as pas pris comme une sorte d'injustice Si, c'est une injustice. Oui. Qu'on soit bien d'accord. En tout cas, à mon sens, c'est une injustice. Mais c'était pas quelque chose qui t'avait dégoûté vis-à-vis de l'UFC? Tu voulais plus y retourner? Ça m'a pas forcément. Non, je dirais pas que ça m'a dégoûté. Okay. Tu te poses des questions sur le moment. Tu remets un peu les choses en question, etc. Et c'est ce qui se passe dans les grandes décisions et dans les grands tournants de ta vie. À ce moment-là, j'ai 23 ou 24 ans. Je pense être un combattant UFC. Un mois après, j'apprends que non. La même semaine où j'apprends que je serai pas signé, mon contrat UFC sera pas signé, Reebok, qui était mon partenaire principal, me lâche aussi. Donc ce que je veux dire, c'est que un mois avant, on est combattant UFC sous contrat Reebok. Le mois d'après, on est free agent et plus sous contrat Reebok. Donc mentalement, quand tu es aussi jeune et que tu as connu le succès vite, et que du coup tu fais banqueroute parce que c'est le cas, faut vite se poser des questions et se remettre en question, se remettre en avant et puis pas forcément faire n'importe quoi aussi d'un point de vue stratégique et choix de carrière. J'ai pris quasiment 1 an avant de revenir à la compétition suite à ça. Ouais, justement, tu as en quelque sorte très très bien rebondi, si je peux me permettre, vu qu'aujourd'hui tu es en interview avec nous et c'est que tu es à l'UFC, c'est que tu as réussi ton objectif en quelque sorte. Donc presque 10 ans, un peu moins de 10 ans après. T'as quel âge aujourd'hui? Non, alors là j'ai 30 ans. 8 ans à peu près. Alors, du coup, pour la petite histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que le 3 septembre, ça fera 6 ans, jour pour jour, que j'ai quitté l'UFC. Ouais, exactement. Ah oui, c'est vrai que tu es resté 2 ans, 2-3 ans à l'UFC. Mon dernier combat UFC était le 3 septembre 2016 et du coup, je reviens le 3 septembre. C'est marrant. C'est marrant cette anecdote comme par hasard. Il y a 365 jours, ça tombe sur le. C'est ça, et ça tombe pile poil. Donc petite histoire, signe du destin, croisement, alignement des planètes, je sais pas exactement. Mais je pense que les choses elles sont là et ce qui est là pour toi ne s'en ira pas. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que si c'est ton destin, si c'est écrit, quoi qu'il arrive, ça se passera. Et moi je suis assez croyant et je pense qu'il y a des plans pour chacun d'entre nous. Et quoi qu'il arrive, il se passera ce qui doit se passer. On peut rien y faire. J'ai quitté l'UFC en 2016. Il s'est passé ce qui s'est passé entre-temps. J'ai aussi progressé dans ma vie privée, professionnellement ailleurs. Ça m'a permis de voir d'autres choses, peut-être des choses que je n'aurais pas vues
si j'étais à l'UFC. Donc je blâme pas une contrariété. Je suis parti, aujourd'hui je suis de retour, maintenant il faut juste backup et de montrer que ma place était là, quoi. Ok, parfait, excellent. Bon bah on l'a très bien résumé, tu as bien rebondi et tu as même très bien rebondi, surtout Merci. localement, Merci. à Arès notamment. Donc dernièrement ça a été le 100% jusqu'à la victoire et la ceinture même à Arès face à Peña. Donc une victoire bien expéditive, je crois qu'il t'a même pas mis un coup il me semble. Si, je crois qu'il m'a touché sur un coup. Ouais, en tout cas c'était bien, bon, Ouais. tu l'as roulé dessus clairement pour pas faire semblant. Donc je vais te montrer une image, c'est l'avant-dernière, donc Arès. Ça, c'est Arès 1. Arès 1, donc tu rebondis à Arès 1. C'était au Sénégal, à Dakar. Bel événement. Moi, je connaissais pas du tout Arès. Arès venait d'émerger. Donc, bel événement. C'était au Sénégal. J'y avais jamais mis les pieds. Et j'en garde que des bons souvenirs. Donc, c'était vraiment un beau voyage. Le combat se passe bien. Après, quand on remonte dans le temps comme ça, ce dont je me souviens surtout, et c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est que tu te souviens du voyage, pas forcément de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que à l'arrivée, ce qui va rester de ta carrière, et c'est ce que je dis aux gens quand je les accompagne en compétition, profitez de chaque moment, profitez de chaque instant, parce que c'est ça que vous allez garder dans votre tête. Vous n'allez pas garder est-ce que j'ai gagné ou j'ai perdu. Dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, parfois on oublie même le résultat. Ce qu'on va raconter, c'est j'étais parti là, dans tel pays, j'ai fait ça, j'ai fait ci, c'est passé ça ou ça. Et du coup, les gens à la fin vont dire, mais alors, tu as gagné du coup ce combat? Et tu vas dire, ouais, si, j'avais gagné ou j'avais perdu, mais globalement, ce qui va rester, c'est les souvenirs, le voyage et les gens qui étaient là. Donc, je pense que c'est vraiment important de garder ça en tête. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire, en tout cas, de me rendre compte que je vis quand même, malgré tout, quelque chose d'extraordinaire. Je vis de quelque chose que j'aime. Tu vis le rêve de certains aussi. Voilà, donc c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Et donc, c'est ce que j'essaie d'avoir toujours en tête. Et là, Arès 1, non, c'est que des beaux souvenirs. Que des beaux souvenirs. Il me semble qu'en plus, quasiment toute ma team s'était imposée avec la victoire ce jour-là. Et puis, on avait fait une belle fight week. C'était vraiment c'était top. Vraiment, C'était ton plus beau séjour, c'était ta plus belle fight week en quelque sorte? J'ai eu des belles fight week quand même. Ah ouais? Ouais, j'ai eu des belles fight week. Donc, je sais pas si je peux dire que c'était ma plus belle fight week. Maintenant, le contexte, encore une fois, j'avais jamais été en Afrique jusque-là. Ok. Donc, du coup, c'était ma découverte et tout. Donc, il y avait quelque chose d'un petit peu différent. Il y avait une certaine émotion différente, un truc. Il y avait vraiment quelque chose qui se passait. Mais j'ai eu des belles fight week quand même, tu vois. Donc, du coup, lesquelles par exemple? Celle de mon premier combat UFC où j'étais avec Michael Legou, Fernand Lopez, Shaban Chabedra, etc. Avec Damien. On avait fait, c'était une belle fight week. C'était une de mes plus belles fight week. Et mon titre au GMC pour les 61 kilos, le deuxième combat que je fais au GMC, pareil. C'était aussi une des plus belles fight week, je pense, que j'ai pu faire. Et puis tu auras sûrement l'une des plus belles, voire peut-être la plus belle qui arrivera dans un mois tout pile. J'espère. Et bah ça tombe bien, ça rebondit sur la dernière image. Bah, la dernière, voilà, c'est mon futur adversaire, Khalid Taha, et moi avec la ceinture de Arès. Le combat a été annoncé, bon, on l'a annoncé en exclusivité chez nous. Exactement. Et bah, du coup, le 3 septembre, face à Khalid Taha, un Libanais, il me semble. Libanais d'origine Allemande, ouais. Il vit en Allemagne. Ouais. Que je connais assez bien. Ah, que tu Khalid connais? Taha, Okay. Ouais, je connais assez bien. Pourquoi? Parce que à l'époque, quand je suis passé par le GMC, lui, il y était, ou plus ou moins. Et ils avaient pour projet de nous faire nous affronter et il a signé juste derrière à l'UFC. Ok. Ouais, donc du coup, c'est déjà un profil que j'avais pu étudier. Après, bon, bah, je l'ai déjà commenté. C'est un combat, forcément, par mon métier de consultant, je vois un certain nombre de combats. Et puis, plus globalement, je suis combattant, mais je suis aussi fan de mon sport, quoi. Donc, j'essaie de suivre ce qui se passe un petit peu partout dans le monde. Et c'est vrai que Khalid Taha, c'est un combattant que j'avais déjà vu évoluer à plusieurs reprises. Donc stylistiquement, je connais et puis j'ai vu un peu plus son profil que les autres. D'ailleurs, tu le décrirais comment toi, comme combattant? Quelqu'un de complet, quelqu'un plus axé striking? Écoute, assez complet. Après, forcément avec une dominante pour le striking. Très puissant. Il est assez à l'aise sur de la mi-distance. Il est vraiment pas mal. Un très gros travail de crochet sur des frappes circulaires, assez puissantes.
Donc voilà, non, il est pas mal. Il est pas mal. Il met quelques calf kicks, mais globalement, le vrai danger vient de sa capacité, son explosivité sur sa série de crochets. C'est-à-dire qu'il va très vite et c'est le genre à absorber un jab, par exemple, pour pouvoir capitaliser avec un gros enchaînement très rapide et très explosif. Donc il a des vraies armes. Nos styles sont assez intéressants. Ouais. C'est un style qui peut me gêner, hein, très clairement. Donc voilà, non, ça va être un combat très intéressant. Prêt, j'imagine. Comment? Prêt. Oui, bah oui, forcément. Moi, je suis prêt. J'ai commencé mon camp il y a déjà plusieurs semaines. Au niveau du régime, on est pas mal du tout. Au niveau du camp, on est plutôt bien. Donc après, voilà, moi, je me prépare. Je connais ses points forts, je connais ses points faibles. Je connais les miens aussi. Donc voilà, on va essayer de faire matcher tout ça pour que ça se passe bien et que ce soit une belle soirée. Tu te sens à ton apogée? Je me sens bien. Je me sens bien et je pense que sportivement, je suis plus accompli que je ne pouvais l'être en 2016. Forcément, il y a aussi l'âge qui compte. Donc voilà. Après, parfois, tout est une question de timing. Et voilà, peut-être que le timing en 2016 était plus bon que ce timing-là. Je ne pense pas très sincèrement, mais voilà, je pense que là, on arrive au bon moment. À mon avis, on arrive au bon moment. En plus, dans un bel endroit hein, quand même, Ouais. à domicile. À domicile, et puis on fait partie un petit peu finalement de l'histoire. Clairement. Premier UFC en France, donc on se souviendra forcément des noms qui étaient sur la carte, surtout des noms français. Surtout des noms français qui ont Surtout gagné. Des noms français et des noms français qui ont gagné, Ouais. forcément. Donc du coup, voilà, envie de faire partie de l'aventure et de faire partie forcément de ceux qui ont gagné. Tu vas marquer le coup, j'imagine. Ouais. Ah ouais? Ouais. On peut s'attendre à quoi? Ouais. De pas cligner des yeux. Ouais, non, je pense que ça va être un combat intéressant. Ok. Ouais, Ok. ça va être un combat intéressant. Ça marche. Taylor, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Au top. C'était gentil.